Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à tout ce qu'un pays a dû traverser pour devenir ce qu'il est aujourd'hui? La République dominicaine ne se résume pas seulement à ses plages, à son baseball et à son meringue. C'est un pays qui a connu conquête, dictature, invasion et révolution. Un peuple humilié, oublié, souvent trahi, mais qui n'a jamais baissé les bras. Si vous avez déjà eu l'impression que votre vie était un combat permanent, l'histoire de ce pays résonnera profondément en vous. Car ici aussi, nous sommes tombés et nous nous sommes relevés à maintes reprises. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir toute cette histoire. Car lorsque nous comprenons d'où nous venons, nous découvrons qui nous sommes et où nous pouvons aller. Avant de commencer ce voyage à travers l'histoire complète de la République dominicaine, je vous demande quelque chose de très simple mais puissant. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire ci-dessous. Il écrit « L'histoire dominicaine mérite d'être racontée ». Pourquoi? Parce que par ce petit geste, vous contribuerez à faire connaître cette vidéo à davantage de personnes, à aider davantage de Dominicains et d'amateurs d'histoire à découvrir leur passé et à comprendre nos origines. N'oubliez pas, partager nos connaissances, c'est construire notre identité. Alors abonnez-vous, commentez et maintenant c'est parti. 1. Les premiers habitants, les Taínos. Imaginez un instant que nous voyagions dans le temps, bien avant l'existence de la République dominicaine, avant l'arrivée des navires venus d'Europe, avant même que quiconque n'entende parler de Christophe Colomb. Nous vivons à une époque où l'île que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Hispaniola était un véritable paradis. Jungles verdoyantes, rivières aux eaux cristallines et côtes parsemées de palmiers. Il y avait là un peuple très particulier, les Taínos. Les Taínos n'étaient pas des guerriers conquérants, mais un peuple pacifique. Ils vivaient de l'agriculture, cultivant du manioc, du maïs, des patates douces et des piments, mais ils pêchaient et chassaient également de petits animaux. Ils créèrent un système social organisé où chaque communauté était appelée Yucayeke. Dans chaque Yucayek, un cacique, le chef de la communauté, gouvernait non pas un chef tyrannique, mais un leader respecté. La vie des Taínos était profondément liée à la nature. Ils croyaient aux esprits qui habitaient le monde, qu'ils appelaient Semilles. Ces esprits protégeaient les familles, les récoltes et les animaux. Pour leur rendre hommage, les Taínos organisaient des cérémonies appelées areitos, au cours desquelles ils chantaient, dansaient et racontaient des histoires au clair de lune. C'était une culture orale, où la mémoire était le livre le plus précieux. Les Taínos possédaient leur propre langue, qui a laissé derrière elle de nombreux mots que nous utilisons encore aujourd'hui. Par exemple, hamac, canoë, barbecue et tabac sont tous des mots taïnos. Ils appelèrent leur île Quisqueya, ce qui signifie « mer de toutes les terres », et aussi Haïti, ce qui signifie « terre des montagnes ». Ces noms témoignent de l'amour et du respect qu'ils éprouvaient pour leur terre. Ils vivaient dans des maisons circulaires en bois et en feuilles de palmier appelées boyos. Ils dormaient dans des hamacs, tissaient des filets de pêche et cuisinaient sur des poêles en pierre. Leur jeu, comme la pelote basque taïno, ressemblait au football, mais se pratiquait avec les hanches et les coudes, dans un espace dédié appelé baté. Ce n'était pas seulement un jeu, c'était un rituel. Dans la société taïno, l'égalité entre hommes et femmes était respectée. Tous deux travaillaient, s'occupaient des enfants et participaient à la vie communautaire. La religion, la politique et l'économie étaient toutes harmonieusement liées. Mais ce monde paisible était sur le point de changer à jamais. À l'horizon, on pouvait déjà apercevoir les premiers navires européens traversant l'océan, apportant avec eux une nouvelle ère. Et nous arrivons donc au chapitre suivant de notre histoire, l'arrivée de Christophe Colomb et le début de la colonisation. Et 2, la découverte de l'Amérique et l'arrivée de Colomb 1492. L'histoire de la République dominicaine et de toute l'Amérique a changé à jamais en 1492. Cette année-là, un navigateur génois nommé Christophe Colomb, avec le soutien des rois catholiques d'Espagne, se lance dans une aventure que peu osent imaginer. Traverser l'immense et mystérieux océan Atlantique
à la recherche d'une nouvelle route vers les Indes. Colomb ne savait pas exactement ce qu'il trouverait. Beaucoup croyaient que de l'autre côté de la mer se trouvaient des monstres marins et un abîme sans fin, mais lui avait une autre idée. Il croyait que la Terre était ronde et que naviguer vers l'ouest le mènerait en Asie. Le 12 octobre 1492, après des mois de mer, Colomb et son équipage aperçurent la Terre. Ils n'atteignirent cependant pas l'Asie, mais un nouveau monde. Ils avaient découvert un continent inconnu de l'Europe. Quelques mois plus tard, en décembre 1492, Colomb atteint la côte nord de l'île que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Hispaniola, l'île aujourd'hui partagée par la République dominicaine et Haïti. Il fut émerveillé par ce qu'il vit. Des eaux cristallines, une végétation luxuriante et des gens qu'il n'avait jamais vus auparavant, les Taïnos, qui l'accueillirent avec curiosité et générosité. Mais au milieu de cette réunion, un événement crucial s'est produit. L'une des 3 caravelles de Colomb, la Santa Maria, a fait naufrage au large de la côte nord de l'île, dans ce qui est aujourd'hui la région de Cap-Haïtien, en Haïti. Avec les restes du navire, les Espagnols construisirent un petit fort qu'ils appelèrent la Navidad, car il fut fondé la veille de Noël 1492. Il s'agissait de la première colonie européenne en Amérique. Colomb laissa environ 39 hommes à la Navidad, qui restèrent sur place pour garder le fort pendant qu'il retournait en Espagne pour annoncer la nouvelle de sa découverte. Il a promis de revenir bientôt avec plus d'hommes, de fournitures et de navires. Cependant, lorsque Colomb revint pour son 2e voyage en 1493, il trouva le fort détruit et tous les colons morts. On dit que les Espagnols ont abusé des Taïnos, en prenant leurs femmes et en exigeant d'eux plus qu'ils ne pouvaient donner. Les Taïnos, lassés des abus, se révoltèrent et détruisirent le fort. C'était un premier aperçu de ce qui allait arriver. Le choc brutal entre 2 mondes. D'un côté, le monde indigène qui vit en équilibre avec la nature depuis des siècles. D'un autre côté, un monde européen avide d'or, de nouvelles terres et de pouvoir. Malgré cette tragédie initiale, Colomb ne renonça pas. Il décida de fonder une nouvelle colonie plus au sud de l'île, sur les rives de la rivière Ozama. Cet endroit serait le germe de la première ville européenne permanente sur le continent américain. Et ainsi commence le prochain chapitre de notre histoire, la fondation de Saint-Domingue, la première ville d'Amérique. 3. La fondation de Saint-Domingue, 1496. Après cette première tentative tragique de colonisation à Fort Navidad, Christophe Colomb savait qu'il devait établir une base plus sûre, un emplacement stratégique, à partir duquel les Espagnols pourraient contrôler leurs nouvelles possessions en Amérique. Ainsi, lors de son 2e voyage en 496, son frère cadet, Barthélemy Colomb, prit une décision capitale. Il fonda une nouvelle ville sur les rives de la rivière Ozama, sur la côte sud de l'île. Cet endroit deviendrait Saint-Domingue, la première ville européenne permanente de tout le continent américain. Mais pourquoi ont-ils choisi cet endroit? Le fleuve Ozama était un point stratégique. Ses eaux permettaient l'entrée des navires, facilitaient le commerce et la communication avec l'Europe et offraient également un accès facile à l'intérieur de l'île. C'était sans aucun doute l'endroit idéal pour établir un centre de pouvoir colonial. Au début, Saint-Domingue n'était pas une ville comme celle que nous connaissons aujourd'hui. C'était un petit groupe de maisons en bois aux toits de chaume, construites par les premiers colons arrivés avec la famille Colomb. Mais peu à peu, les premiers bâtiments en pierre commencèrent à être construits, provenant des carrières voisines. Et avec eux, une nouveauté arriva sur le continent, l'architecture européenne. Saint-Domingue s'est développé et, en peu de temps, est devenue la capitale de la vice-royauté des Indes. C'était le siège du pouvoir espagnol dans le Nouveau Monde, le lieu d'où étaient organisées les expéditions vers le Mexique, le Pérou et d'autres régions d'Amérique. La première cathédrale d'Amérique a été construite ici, connue aujourd'hui sous le nom de cathédrale primatiale d'Amérique, dont les pierres conservent encore les échos de ses premières années coloniales. L'Alcazar de Colomb, résidence de Diego Colomb, fils de Christophe Colomb,
qui devint plus tard gouverneur, fut également construit. Ce palais existe encore aujourd'hui et constitue l'un des monuments coloniaux les plus importants des Amériques. La ville disposait d'un mur défensif pour se protéger des attaques des pirates et des corsaires, qui s'intéressèrent bientôt aux richesses des colonies. À l'intérieur de ces murs, les premières rues droites d'Amérique furent tracées, suivant un modèle urbain qui sera plus tard copié dans presque toutes les villes coloniales du continent. Mais tout n'était pas rose. L'arrivée des colons a également causé de grandes souffrances aux peuples autochtones. Les Taínos étaient contraints de travailler pour les Espagnols dans le cadre d'un système appelé encomienda. Les indigènes étaient confiés à des colons qui promettaient de prendre soin d'eux et de les évangéliser. Mais en réalité, ils les exploitaient, les forçant à travailler dans les mines et les plantations. Les maladies importées d'Europe, comme la variole et la rougeole, ont provoqué une catastrophe. En quelques décennies, la population taïno a été considérablement réduite. La ville de Saint-Domingue connut alors une profonde transformation. D'une terre habitée par le peuple taïno, elle devint une colonie dominée par la culture espagnole, avec ses églises, ses places et ses forteresses, mais aussi par la douleur, l'esclavage et la disparition des cultures ancestrales. Malgré tout, Saint-Domingue continua de croître. Elle devint le centre du pouvoir colonial dans les Caraïbes, la porte d'entrée vers le reste du continent. De là, des expéditions partirent pour conquérir des territoires dans toute l'Amérique. Et nous arrivons donc au chapitre suivant de notre histoire, l'ère de la colonisation et du métissage, où se mêlaient le sang, la culture et le destin de trois mondes, l'indigène, l'européen et l'africain. 4. L'ère de la colonisation et du métissage. Après la fondation de Saint-Domingue, une nouvelle ère commence sur l'île, la colonisation espagnole. Ce fut un processus qui allait non seulement changer le paysage, mais aussi les coutumes, les gens et même la façon dont nous comprenons le monde. Les Espagnols, voyant les ressources naturelles d'Hispaniola, en particulier l'or qu'ils extrayaient des rivières et des mines, décidèrent d'organiser l'île sous un système colonial. Le système d'encomienda fut instauré, un modèle importé d'Espagne qui, en théorie, protégeait les populations autochtones et les éduquait à la foi catholique. Mais en pratique, il se transforma en un système d'exploitation brutale. Les Taínos, qui vivaient auparavant paisiblement en cultivant du yucca ou en pêchant le long de la côte, furent contraints de travailler de longues heures dans les mines et dans les plantations. Cette exploitation, combinée aux maladies apportées par les Européens, comme la variole, la rougeole et la grippe, contre lesquelles les Taínos n'avaient aucune défense, a provoqué une catastrophe démographique. On estime qu'à l'arrivée de Christophe Colomb sur l'île, entre 400 000 et 500 000 Taínos y vivaient. Quelques décennies plus tard, il n'en restait plus que quelques milliers. Ce fut une tragédie silencieuse, mais dévastatrice, qui a failli anéantir la culture indigène. Face au manque de main-d'œuvre indigène, les colonisateurs ont commencé à faire venir des esclaves africains. Les premiers arrivèrent en 1502 et, à partir de ce moment, des milliers d'Africains furent contraints de traverser l'Atlantique dans des conditions inhumaines pour travailler dans les plantations de canne à sucre et dans d'autres travaux pénibles. Avec eux sont venues leurs coutumes, leur musique, leur rythme, leur façon de comprendre la vie. Et ainsi, à ce carrefour, quelque chose de nouveau est né, le métissage. Les trois grands groupes humains qui peuplaient l'île se mélangeaient. Les Indiens taïnos, les Européens espagnols, les Africains réduits en esclavage. De ce mélange est née la culture dominicaine, une combinaison de saveurs, de couleurs, de coutumes et de traditions qui se ressentent encore aujourd'hui dans la nourriture, la musique, les paroles et le mode de vie du peuple dominicain. La colonisation a entraîné de profonds changements. Églises, couvents, palais, forteresses et rues pavées ont été construits à Saint-Domingue, transformant la ville en un modèle d'urbanisation coloniale en Amérique. La première université du Nouveau Monde, l'université Saint-Thomas d'Aquin, fut fondée ici en 1538
démontrant l'importance de l'éducation dans le projet colonial. Mais c'était aussi une époque marquée par les inégalités et la violence. Les colons vivaient dans l'opulence, tandis que les esclaves et les quelques indigènes survivants souffraient du fardeau du travail forcé. Malgré tout, le métissage a créé une nouvelle identité. Une identité créole, caribéenne et dominicaine, qui, avec le temps, allait devenir plus forte que n'importe quel empire. Cependant, à mesure que Saint-Domingue continuait de croître, d'autres pays européens commencèrent à s'intéresser aux terres des Caraïbes. Et ce regard allait bientôt avoir des conséquences. J'aimerais profiter de cette occasion pour vous poser une question rapide. Êtes-vous déjà abonné à la chaîne ? Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment idéal. Et si vous pensez que cette histoire mérite d'être entendue par plus de personnes, partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille ou sur les réseaux sociaux. Avec ce simple acte, vous aiderez davantage de personnes à découvrir la véritable histoire de la République dominicaine. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que cette mémoire ne soit pas perdue et atteigne ceux qui en ont le plus besoin. 5. Le déclin de Saint-Domingue et l'intérêt français. Au XVIe siècle, Saint-Domingue était le centre du pouvoir colonial en Amérique. C'est à partir de ce lieu que furent organisées les grandes expéditions qui conquirent le Mexique, le Pérou et d'autres territoires. Mais au fil du temps, cette importance a commencé à s'estomper parce que de nouvelles mines d'or et d'argent ont été découvertes sur le continent, beaucoup plus riches que celles d'Hispaniola. Les énormes quantités de métaux précieux quittant le Mexique et le Pérou ont amené l'Espagne à se concentrer de moins en moins sur l'île. Saint-Domingue, la ville qui était autrefois le cœur de la colonie, commença à disparaître à l'arrière-plan. L'économie de l'île est entrée dans une période de déclin. De nombreux colons sont partis chercher fortune dans d'autres terres, laissant champs et plantations à l'abandon. Le commerce déclina, les mines furent épuisées et les pirates commencèrent à attaquer fréquemment les côtes, pillant les villes et les navires. Les murs de Saint-Domingue, autrefois symbole de grandeur, servaient désormais de défense contre les assauts constants des corsaires comme Francis Drake, qui envahit et pilla la ville en 1586. Pendant ce temps, d'autres puissances européennes ont commencé à tourner leur attention vers l'île. L'un de ces pays était la France. Les Français, voyant que l'Espagne négligeait la partie occidentale d'Hispaniola, commencèrent à s'y installer petit à petit, d'abord comme pirates et boucaniers, mais plus tard comme colons. Ils s'installèrent dans ce que nous connaissons aujourd'hui comme Haïti, cultivant du tabac, du sucre et du coton. La situation atteint un tournant en 1697 lorsque le célèbre traité de Ryswick est signé. Cet accord a mis fin à une guerre entre plusieurs puissances européennes et dans le cadre de l'accord, l'Espagne a officiellement cédé la partie occidentale de l'île à la France. Ainsi naît Saint-Domingue, la colonie française qui deviendra la plus riche des Caraïbes grâce au travail forcé de milliers d'esclaves africains. Alors que Saint-Domingue grandissait et prospérait, la partie espagnole de l'île, Saint-Domingue, continuait à perdre de sa force. La population était en déclin, l'économie stagnait et le commerce était presque inexistant. Les Espagnols restants vivaient davantage de l'élevage et de la contrebande, avec d'autres îles que de l'agriculture ou de l'exploitation minière. C'était une période difficile, une période d'abandon et de survie. Cependant, l'histoire de l'île n'était pas terminée. Au siècle suivant, de nouveaux événements marqueront un tournant dramatique dans le destin de Saint-Domingue. 6. L'occupation française et l'époque de Toussaint Louverture, 1795-1801. L'histoire de l'île a continué à progresser et à la fin du XVIIIe siècle, la carte des Caraïbes avait à nouveau changé. En 1795, dans le cadre du traité de Bâle, l'Espagne cède officiellement l'intégralité de l'île d'Hispaniola à la France. Il ne s'agissait pas seulement d'un accord politique, il a radicalement changé la vie des habitants de Saint-Domingue. L'Espagne, affaiblie par les guerres en Europe, ne pouvait plus maintenir le contrôle de ses colonies avec la même force qu'auparavant. Les Français, qui dominaient déjà la partie occidentale de l'île, la riche Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti,
avait désormais le contrôle légal de toute l'île, y compris Saint-Domingue, la partie espagnole. Mais juste à ce moment-là, quelque chose d'inattendu se produisait à Saint-Domingue. Une révolution esclavagiste sans précédent était en cours. Des milliers d'Africains réduits en esclavage, fatigués des abus et de l'injustice, ont pris les armes pour lutter pour leur liberté. À la tête de cette rébellion se trouvait un homme extraordinaire, Toussaint Louverture. Qui était Toussaint? C'était un ancien esclave qui avait secrètement appris à lire et à écrire et qui, au fil du temps, était devenu un brillant stratège militaire et un leader politique. Il était charismatique, intelligent et déterminé à changer le destin de son peuple. En 1801, Toussaint Louverture franchit la frontière vers la partie espagnole de l'île, Saint-Domingue. Leur objectif? Abolir l'esclavage sur toute l'île d'Hispaniola. Et c'est ce qu'il fit. Lorsque ses troupes entrèrent à Saint-Domingue, les esclaves restés dans la partie orientale furent libérés. L'esclavage fut officiellement aboli et, pendant un moment, l'île entière fut unie sous la direction de Toussaint Louverture. Mais cette étape fut courte et compliquée. De nombreux créoles dominicains, c'est-à-dire descendants d'Espagnols nés en Amérique, étaient mécontents du gouvernement de Louverture. Bien qu'ils admiraient son courage et respectaient son combat contre l'esclavage, ils craignaient de perdre leur identité culturelle et leur autonomie. À cela s'ajoutaient des tensions politiques, économiques et sociales, difficiles à résoudre. Pendant ce temps, en Europe, Napoléon Bonaparte, qui dirigeait la France à l'époque, s'inquiétait de la puissance que Louverture gagnait dans les Caraïbes. Il envoya donc une armée pour reprendre le contrôle de l'île et restaurer le système colonial. La situation était explosive. En quelques années, l'île d'Hispaniola passa du statut de colonie espagnole à celui de colonie française, puis de territoire dirigé par un chef révolutionnaire noir, et enfin de nouveau aux mains des troupes françaises envoyées par Napoléon. L'histoire continuait de s'écrire à toute vitesse et le sort de Saint-Domingue restait encore indéterminé. Ce qui semblait être une période de changement positif avec l'abolition de l'esclavage allait bientôt laisser place à de nouvelles luttes et contradictions. C'est la reconquête espagnole, 1809. Après l'occupation française et la brève administration de Toussaint Louverture, l'histoire de Saint-Domingue prend un nouveau tournant. La situation en Europe était turbulente. Napoléon Bonaparte dominait la quasi-totalité du continent et avait envahi l'Espagne, installant son frère Joseph Bonaparte sur le trône. Au milieu de ce chaos européen, les Dominicains ont commencé à se demander « Voulons-nous rester français ou vaut-il mieux redevenir espagnols ?» De nombreux créoles et habitants de Saint-Domingue préféraient un retour à la domination espagnole. Ce n'était pas parce que l'Espagne les traitait avec admiration, mais parce qu'ils se sentaient davantage identifiés à ses coutumes, à sa religion et à sa langue. De plus, le gouvernement français était de plus en plus affaibli et les impôts étaient insupportables. L'agitation grandissait dans les rues. C'est alors que surgirent plusieurs chefs créoles qui commencèrent à organiser la Reconquista. L'un des plus importants fut Juan Sánchez Ramírez, un homme déterminé et courageux qui mena une lutte armée contre les Français. En 1808, Sánchez Ramírez rassembla une armée de paysans, d'éleveurs et de miliciens dans les montagnes d'El Seibo. Munis de machettes, de lances et de quelques armes à feu, ces hommes combattirent courageusement les troupes de Napoléon. La bataille la plus importante de cette campagne fut la bataille de Palo Hincado, le 7 novembre 1808. Là, les Dominicains, dirigés par Sánchez Ramírez, ont vaincu l'armée française dans une bataille héroïque. La victoire fut si éclatante que les Français se retirèrent peu après, laissant la voie libre au retour du drapeau espagnol. Finalement, en 1809, Saint-Domingue redevint partie de l'Empire espagnol. Cette période est connue sous le nom de l'Espagne idiote. Pourquoi ce nom ? Car même si l'Espagne a récupéré la colonie, elle était tellement préoccupée par ses propres problèmes en Europe, combattre Napoléon et gérer les crises internes, qu'elle a pratiquement oublié Saint-Domingue.
Il n'a pas envoyé de ressources, n'a pas encouragé le commerce et n'a pas protégé adéquatement la colonie. Les Dominicains ont vécu des années d'abandon, de pauvreté et d'isolement. L'économie était en ruine, l'élevage subvenait à peine aux besoins des familles et le commerce était rare. La ville de Saint-Domingue semblait figée dans le temps, comme si personne ne s'en souciait. Cependant, malgré cette négligence, de nouvelles idées ont également commencé à émerger. Les gens ont commencé à parler de liberté, d'indépendance et de la possibilité de se gouverner eux-mêmes. C'était la naissance d'un sentiment national, bien qu'encore timide et à voix basse. 8. L'indépendance éphémère, 1821. Après plusieurs années passées sous la négligence de la soi-disant Espagne idiote, les Dominicains ont commencé à se demander sérieusement pourquoi continuer à être une colonie d'un empire qui ne se souvient plus de nous. La situation était critique. L'économie était paralysée, le commerce était presque inexistant, et la pauvreté s'était emparée d'une grande partie de la population. Les idées de liberté entendues dans d'autres pays américains, comme le Venezuela, la Colombie et le Mexique, ont également commencé à atteindre les rues de Saint-Domingue. Les gens parlaient au coin des rues, sur les places, sur les marchés. Si d'autres pays peuvent devenir indépendants, pourquoi pas nous? C'est alors qu'un homme est apparu, déterminé à faire le premier pas, José Núñez de Cáceres. Núñez de Cáceres était un créole éclairé, rompu aux idées libérales de l'époque. Écrivain, avocat, il occupait alors un poste important, gouverneur politique de Saint-Domingue. Il a clairement vu que la colonie n'avait aucun avenir en tant que partie d'un empire en déclin. Le 1er décembre 1821, José Núñez de Cáceres proclame l'indépendance de la partie orientale de l'île, c'est-à-dire de ce qui est aujourd'hui la République dominicaine. Ce jour-là, le gouvernement colonial espagnol fut renversé et la création d'un nouvel État fut annoncée, l'État indépendant d'Haïti espagnol. Pourquoi ce nom? Parce que Núñez de Cáceres avait l'intention de rejoindre la Grande Colombie, le projet d'unité continentale mené par Simón Bolívar, mais en attendant, pour se différencier d'Haïti et de l'Espagne, il a opté pour ce titre temporaire. Cependant, cette tentative d'indépendance fut, comme l'histoire nous le montre, de courte durée. Cela a duré très peu de temps, juste quelques mois. Car à cette époque, de l'autre côté de l'île, en Haïti, régnait le président Jean-Pierre Boyer, un homme avec une vision claire, unifier toute l'île sous un seul gouvernement. Boyer craignait que si un gouvernement indépendant était établi à Saint-Domingue, cela pourrait ouvrir la porte à une nouvelle colonisation européenne ou au retour des Espagnols. Il n'a donc pas perdu de temps. En février 1822, Boyer traversa la frontière avec une armée et occupa Saint-Domingue sans presque aucune résistance. De nombreux Dominicains, épuisés par des années de négligence espagnole, pensaient que l'union avec Haïti serait une meilleure option. D'autres manquaient tout simplement de force ou de ressources pour mener une nouvelle guerre. L'indépendance nouvellement proclamée s'est évanouie comme un soupir dans le vent. Le drapeau tricolore de Núñez de Cáceres a été abaissé et, à sa place, le drapeau haïtien a flotté. Ainsi commença un nouveau chapitre dans l'histoire de l'île. Les 22 ans d'occupation haïtienne, une période qui allait apporter de nouveaux défis, de profonds changements, et aussi l'éveil d'un fort sentiment national dominicain. Si vous appréciez ce voyage à travers l'histoire jusqu'à présent, je vous demande une faveur très simple. Abonnez-vous à la chaîne et aimez cette vidéo. Sais-tu pourquoi je te le demande? Parce que lorsque vous aimez et vous abonnez, vous aidez l'algorithme à montrer ce contenu à plus de personnes. Et cela signifie que davantage de Dominicains et d'amateurs d'histoire pourront découvrir tout ce que nous partageons ici. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que cette histoire aille beaucoup plus loin. À 9, l'occupation haïtienne, 1822-1844. Après la courte indépendance de 1821, les Dominicains se sont réveillés face à une nouvelle réalité.
En 1822, le président haïtien Jean-Pierre Boyer entre à Saint-Domingue à la tête d'une armée et unifie toute l'île sous la domination haïtienne. Pendant 22 ans, de 1822 à 1844, deux pays n'existaient pas sur l'île d'Hispaniola. Il y avait un gouvernement unique, basé à Port-au-Prince, dirigé par Haïti. Maintenant, pourquoi Boyer a-t-il fait ça? Boyer n'a pas agi sur un coup de tête. Pour comprendre ces raisons, il est important de rappeler qu'en 1804, Haïti était devenue la première république noire indépendante du monde, à la suite d'une révolution brutale contre la France. Le peuple haïtien craignait que les pays européens ne tentent de l'asservir à nouveau. Boyer estimait donc qu'unifier l'île entière était un moyen de se protéger et d'empêcher les puissances étrangères de reprendre de l'influence dans les Caraïbes. Mais pour les Dominicains, l'union avec Haïti n'a pas été facile. Bien qu'elles partageaient la même île, les deux sociétés avaient des cultures, des religions, des langues et des coutumes différentes. Les Haïtiens parlaient le créole haïtien et le français, tandis que les Dominicains parlaient l'espagnol. Haïti a aboli l'esclavage sur toute l'île, ce qui était un acte important et précieux, mais l'administration centralisée de Port-au-Prince a entraîné des impôts élevés, des restrictions économiques et des décisions imposées sans consulter le peuple dominicain. De plus, l'utilisation de l'espagnol dans les documents officiels a été interdite. Les universités ont été fermées et de nombreuses terres ont été expropriées et distribuées aux soldats et aux paysans haïtiens, affectant les Dominicains qui vivaient déjà de l'élevage et de l'agriculture. De nombreux Dominicains étaient également préoccupés par la perte de leur identité culturelle. Ils avaient le sentiment que leur tradition, leur religion, le catholicisme traditionnel, leur langue et leur mode de vie étaient remplacés par des coutumes imposées de l'autre côté de l'île. D'autre part, la situation économique s'est aggravée. Boyer imposa un système de contribution forcée pour rembourser une énorme dette qu'Haïti avait contractée auprès de la France en échange de la reconnaissance de son indépendance. Cet argent devait provenir de l'agriculture et des impôts, et cela affectait à la fois les Haïtiens et les Dominicains. Au cours de ces 22 années d'occupation, un sentiment s'est renforcé parmi les Dominicains, le désir d'être libres et souverains. Beaucoup ont commencé à se réunir en secret, rêvant de retrouver leur indépendance, mais cette fois pour de vrai. Des groupes clandestins et des sociétés patriotiques naissent et parmi les jeunes créoles, on commence à parler de la création d'un pays véritablement dominicain qui ne dépendrait ni d'Haïti, ni de l'Espagne, ni de la France. La graine d'une nouvelle lutte pour l'indépendance était en train d'être semée. 10. Indépendance dominicaine, 27 février 1844. Après 22 ans d'occupation haïtienne, la patience du peuple dominicain était à ses limites. L'agitation grandissait dans tous les coins de Saint-Domingue, dans les champs, dans les montagnes et dans les villes. Une question se posait à beaucoup de gens. N'est-il pas temps d'avoir un pays libre et souverain? C'est alors qu'un groupe de patriotes est apparu, déterminé à changer l'histoire. Dirigé par un jeune visionnaire nommé Juan Pablo Duarte, avec Francisco del Rosario Sanchez et Matías Ramón Mella, ils formèrent une société secrète connue sous le nom de la Trinitaria. La Trinitaria n'était pas un simple club d'amis. C'était un groupe révolutionnaire, composé d'hommes et de femmes courageux qui se réunissaient en secret, dans des maisons cachées, éclairées par des bougies et faisant attention à chaque mot qu'ils prononçaient, pour ne pas être découverts. Ils savaient que s'ils étaient surpris, ils pourraient être emprisonnés ou exécutés. Duarte, le grand inspirateur de ce mouvement, avait une vision claire: créer une république dominicaine libre, indépendante et souveraine, sans tutelle étrangère. Pendant des mois, les Trinidadiens ont organisé des réunions clandestines, cherché du soutien parmi la population et se sont préparés au moment décisif. Chaque membre a prêté serment de loyauté à la cause, mettant sa propre vie en danger. Et ce moment est arrivé. Dans la nuit du 27 février 1844, à la Puerta del Conde, l'un des points les plus symboliques de Saint-Domingue, les patriotes dominicains passent à l'action. Alors que la plupart des gens dormaient,
Matías Ramón Mella, avec détermination, a tiré son célèbre Trabucazo, un coup de feu en l'air qui a marqué le début de la Révolution. Ce coup de feu n'était pas une attaque, c'était un signal, un cri de liberté qui est resté à jamais gravé dans la mémoire du peuple. Les Trinidadiens ont abaissé le drapeau haïtien et ont élevé un nouveau drapeau à sa place. Le drapeau tricolore, aux couleurs bleu, rouge et blanc, symbole de la République dominicaine naissante. Le soir même, Francisco del Rosario Sánchez a lu le manifeste indépendantiste. Le document déclarait au monde que la partie orientale de l'île s'était définitivement séparée de la domination haïtienne et était devenue une nation libre et souveraine. Mais ce n'était pas la fin du combat, mais le début. À partir de ce jour, le peuple dominicain a dû faire face à de nouveaux défis. Haïti n'a pas facilement accepté la séparation et des années de guerre ont suivi pour défendre l'indépendance. Les troupes haïtiennes ont traversé la frontière à plusieurs reprises pour tenter de reprendre le contrôle, mais les Dominicains, avec courage et patriotisme, ont réussi à résister et à défendre leur liberté nouvellement acquise. C'est ainsi qu'est née la République dominicaine, une nation née des rêves de quelques individus courageux et des efforts d'un peuple qui a décidé d'écrire son propre destin. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après l'indépendance, le pays a dû faire face à de nouvelles menaces, à des conflits internes et à des décisions difficiles concernant son avenir. 11. Les luttes pour la souveraineté, 1844-1865. L'indépendance proclamée le 27 février 1844 n'apporte pas immédiatement la paix dont beaucoup rêvaient. En fait, l'indépendance n'était que la première étape. À partir de ce moment-là, une longue et difficile période de défense de la souveraineté commença, car Haïti, ayant perdu le contrôle de la partie orientale de l'île, ne resta pas les bras croisés. Les Haïtiens, sous le commandement de plusieurs présidents, lancèrent de multiples invasions entre 1844 et 1856, tentant de récupérer le territoire perdu. Les troupes traversèrent la frontière à maintes reprises et les Dominicains, sans armée officielle, durent improviser une défense héroïque. Paysans, marchands, soldats et même enfants et personnes âgées, tous ont collaboré du mieux qu'ils ont pu pour protéger la nouvelle nation. L'une des figures les plus marquantes de cette période fut Pedro Santana, un chef militaire qui remporta d'importantes victoires contre les troupes haïtiennes, notamment lors de batailles telles que la bataille d'Azua, en mars 1844, où un petit groupe de Dominicains mal armés mais déterminés vainquit une armée haïtienne beaucoup plus nombreuse. Il faut également mentionner Ramón Matías Mella, l'homme qui se cache derrière le Trabucazo et qui participe activement à la défense du pays. Mais tout n'était pas que triomphe militaire. À l'intérieur du pays, il y avait aussi des divisions politiques, des affrontements entre les Dominicains eux-mêmes sur la manière dont la nouvelle République devait être gouvernée. Certains, comme Pedro Santana, pensaient que la jeune nation n'avait pas assez de ressources pour survivre seule et qu'il valait mieux chercher la protection d'une puissance étrangère. D'autres, comme Francisco del Rosario Sánchez et Juan Pablo Duarte, défendaient l'idée d'une indépendance totale, sans lien ni annexion. Cette différence d'idées a conduit à des conflits internes, à des exils et même à des trahisons. La politique dominicaine de ces années-là était un champ de bataille parallèle à celui militaire. La situation économique n'était pas favorable. Le pays était en ruine, sans système financier organisé, avec une agriculture affectée par les guerres et un commerce faible. Les dirigeants, accablés par les dettes, cherchèrent désespérément un soutien extérieur. C'est dans ce contexte que Pedro Santana, en 1861, prit une décision historique et très controversée. Annexa à nouveau la République dominicaine à l'Espagne. Oui, après avoir tant lutté pour l'indépendance, le pays était à nouveau une colonie espagnole. Santana croyait que cela garantirait la sécurité en Haïti et permettrait d'atteindre la stabilité économique. Mais la majorité des gens n'étaient pas d'accord. L'annexion a été perçue comme une trahison des rêves de Duarte et des Trinitaires. La réponse ne s'est pas fait attendre.
En 1863, un mouvement armé connu sous le nom de guerre de restauration éclate. Des paysans, des soldats et des patriotes de différentes régions ont pris les armes contre la domination espagnole. Ils se réfugièrent dans les montagnes, formèrent des groupes de guérilla et commencèrent une lutte acharnée pour retrouver leur indépendance. L'un des grands leaders de cette période fut Gregorio Luperón, un jeune homme à l'esprit courageux qui organisa la résistance et remporta d'importantes victoires dans la région du Cibao. Après 2 ans de combat, en 1865, les Espagnols se retirent finalement de l'île. Ils avaient perdu des milliers de soldats et le coût économique et militaire était trop élevé. Finalement, la République dominicaine a retrouvé son indépendance, cette fois-ci définitivement. Mais comme nous le verrons dans le prochain chapitre, l'histoire ne s'arrête pas là. Les années suivantes apporteront de nouvelles difficultés. Instabilité politique, dictatures et même occupations étrangères. 12. 20e siècle. Dictatures et coups d'État. Après la guerre de restauration et l'obtention de l'indépendance définitive en 1865, on pourrait penser que la paix arriverait enfin en République dominicaine. Mais ce n'était pas comme ça. Le pays, bien que déjà indépendant, est tombé dans une longue période d'instabilité politique. Il y a eu des présidents qui sont restés au pouvoir pendant des mois, d'autres qui sont arrivés au pouvoir par la force, et les luttes internes entre les dirigeants régionaux sont devenues quotidiennes. C'était comme un navire à la dérive, sans cap fixe. À la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, la situation économique était très compliquée. Les dettes internationales augmentaient et le pays était presque en faillite. Les gouvernements au pouvoir ont emprunté auprès de puissances étrangères, hypothéquant ainsi l'avenir de la nation. En 1916, les États-Unis, préoccupés par leurs intérêts économiques dans les Caraïbes et craignant l'intervention d'autres puissances européennes, décident d'occuper militairement la République dominicaine. Les Marines américains débarquèrent et prirent le contrôle du pays, administrant directement ses douanes, son économie et son gouvernement. L'occupation américaine a duré jusqu'en 1924, et bien qu'elle ait apporté une certaine modernisation aux infrastructures, comme les routes et les ports, elle a également laissé un profond ressentiment parmi le peuple dominicain. Beaucoup ont vu cette intervention comme une humiliation, un coup porté à la souveraineté pour laquelle tant de combats ont été menés. Mais le pire était encore à venir. En 1930, une figure apparaît sur la scène politique qui marquera l'histoire du pays de manière sombre et forte. Rafael Leonidas Trujillo Molina. Trujillo, un militaire qui avait gravi les échelons de l'armée pendant l'occupation américaine, s'est emparé du pouvoir après une élection truquée et a établi l'une des dictatures les plus longues et les plus cruelles d'Amérique latine. Il a dirigé la République dominicaine d'une main de fer pendant 31 ans, de 1930 à 1961. Son régime était caractérisé par un contrôle absolu de la société. Rien ne bougeait dans le pays sans sa permission. Les gens avaient peur de prononcer son nom à voix haute, car Trujillo avait des espions partout. Il s'est autoproclamé le patron et a rempli les rues de statues, de portraits et de pancartes portant son nom. Il a même changé le nom de la capitale, Saint-Domingue, en Ciudad Trujillo. Durant son administration, il a construit des routes, des barrages, des écoles et promu le développement économique. Mais tout cela avait un prix. Les opposants ont été persécutés, torturés ou tués. Les droits de l'homme ont été bafoués. La liberté de la presse a disparu. La corruption était endémique, car Trujillo dirigeait le pays comme s'il s'agissait de son domaine personnel. L'un des épisodes les plus tragiques de sa dictature eut lieu en 1937, avec le tristement célèbre massacre de Parsley. Sur ordre direct de Trujillo, l'armée dominicaine a assassiné des milliers d'Haïtiens vivant le long de la frontière. Le motif, a-t-il dit, était de protéger l'identité dominicaine, mais en réalité, il s'agissait d'un crime odieux et injustifié. Malgré la peur et la répression, des groupes clandestins ont commencé à se former au fil du temps, rêvant de mettre fin au régime. En 1961, Trujillo fut finalement assassiné dans une embuscade.
un événement qui ouvrit la porte à une nouvelle ère dans l'histoire dominicaine. Mais la chute du dictateur n'a pas immédiatement apporté la démocratie. Après Trujillo, le pays a connu de nouvelles périodes d'instabilité, avec des présidents renversés, des coups d'État et des luttes de pouvoir internes. Si cette histoire vous captive, arrêtez-vous une seconde et aidez-moi à aller encore plus loin. Partagez cette vidéo, aimez-la et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Avec ce simple geste, vous aiderez davantage de personnes à connaître leur histoire, leur identité et leurs origines. N'oubliez pas, lorsque nous partageons nos connaissances, nous construisons un avenir meilleur. 13. La Révolution d'avril et la deuxième intervention américaine, 1965. La dictature de Rafael Leónidas Trujillo avait pris fin en 1961, mais la paix et la stabilité ne sont pas arrivées immédiatement. Au contraire, le pays est entré dans une période turbulente. La chute du dictateur a laissé un vide de pouvoir et divers groupes politiques ont commencé à se disputer le contrôle du pays. Au milieu de cette instabilité, les premières élections libres depuis des décennies ont eu lieu en 1962. Le gagnant était Juan Bosch, un écrivain, intellectuel et homme politique aux idées progressistes qui rêvaient d'une république dominicaine démocratique, moderne et juste. Bosch a promu une nouvelle constitution en 1963, l'une des plus avancées d'Amérique à l'époque. Il a promu la liberté d'expression, les droits des travailleurs, la réforme agraire et l'élimination des privilèges de l'élite. Mais ces réformes ont inquiété les secteurs conservateurs, l'armée et certains chefs d'entreprise qui voyaient leurs intérêts menacés. 7 mois seulement après sa prise de pouvoir, Bosch fut renversé par un coup d'État militaire. Le pays est à nouveau plongé dans le chaos politique. Pendant 2 ans, entre 1963 et 1965, la République dominicaine a vécu sous des gouvernements provisoires, tant militaires que civils, mais sans direction claire. La population était fatiguée de la corruption, de la pauvreté et du manque de démocratie. C'est dans ce contexte qu'éclate, le 24 avril 1965, la soi-disant Révolution d'avril. Un groupe de jeunes militaires et civils ont pris les armes avec un objectif précis: rétablir le président Juan Bosch et rétablir le gouvernement constitutionnel dans le pays. Le peuple, lassé des abus des élites et des militaires, est descendu dans la rue pour soutenir la cause. Des barricades furent érigées à Saint-Domingue et la ville devint un champ de bataille. D'un côté, il y avait les constitutionnalistes, qui défendaient le retour de Bosch et la Constitution de 1963. D'autre part, les putschistes, soutenus par les secteurs conservateurs et les forces militaires traditionnelles, craignaient un gouvernement de gauche. Les États-Unis, alors en pleine guerre froide et craignant que la révolution dominicaine ne devienne une nouvelle affaire Cuba, décidèrent d'intervenir. Le président américain Lyndon B. Johnson a envoyé plus de 40 000 marines et soldats dans le pays sous prétexte de protéger les vies et les biens. Mais en réalité, il cherchait à empêcher toute possibilité d'un gouvernement de type communiste. Il s'agissait de la deuxième intervention militaire américaine en République dominicaine, après celle de 1916. La ville de Saint-Domingue est devenue une zone de guerre. Il y avait des affrontements armés dans les rues, des bombardements, des tireurs embusqués et un climat de tension totale. La population civile en a subi les conséquences, avec des centaines de morts et de blessés. Finalement, après des mois de conflit, un accord de paix a été signé sous la supervision de l'Organisation des États américains, OEA. En 1966, de nouvelles élections furent organisées et Joaquín Balaguer, qui avait été un allié de Trujillo mais qui parvint à se présenter comme un homme politique modéré face à la situation, remporta les élections. La Révolution d'avril a marqué un moment clé dans l'histoire dominicaine. Il s'agissait d'un soulèvement populaire qui a mis en évidence le désir du peuple de vivre dans une véritable démocratie. Même si cela n'a pas réussi à restaurer Juan Bosch, cela a ouvert la voie à un processus démocratique, bien qu'imparfait,
qui allait changer le cours du pays. Mais l'histoire dominicaine ne s'arrête pas là. Après la Révolution, le pays s'est engagé sur la voie de la modernisation et de l'ouverture politique, même s'il a également dû faire face à de nouveaux défis économiques et sociaux. 14. La République dominicaine aujourd'hui, démocratie et développement. Après la Révolution d'avril 1965 et l'arrivée au pouvoir de Joaquín Balaguer en 1966, la République dominicaine entame un nouveau chapitre de son histoire. Mais ce chapitre, comme tous les précédents, n'a pas été facile. Balaguer a gouverné pendant plus d'une décennie, de 1966 à 1978, une période connue sous le nom des 12 années de Balaguer. Son gouvernement était un mélange de développement économique, de modernisation et de répression politique. D'un côté, il a promu de grands travaux publics, routes, barrages, écoles, bâtiments gouvernementaux et logements sociaux. Les infrastructures du pays se sont développées comme jamais auparavant. La ville de Saint-Domingue a été modernisée et le tourisme a été promu, devenant une importante source de revenus. Mais d'un autre côté, il y a eu aussi des violations des droits de l'homme. Le régime de Balaguer a été accusé de persécuter et d'éliminer les opposants politiques, de maintenir un contrôle strict sur les médias et de manipuler les processus électoraux. C'était un gouvernement autoritaire, déguisé en démocratie. En 1978, l'histoire prend un tournant important. Pour la première fois depuis longtemps, un parti d'opposition a remporté les élections. Antonio Guzmán Fernández, du Parti révolutionnaire dominicain, PRD, a assumé la présidence. Il s'agit d'une étape historique, car elle marque le début d'une véritable transition démocratique. À partir de ce moment, la République dominicaine a commencé à consolider un système démocratique plus stable, avec des élections périodiques, une alternance au pouvoir et une plus grande participation citoyenne. Même si tout n'a pas été parfait, le pays a réussi à évoluer vers un modèle plus ouvert et pluraliste. Au cours des décennies suivantes, des gouvernements de différents partis ont été gouvernés avec leurs succès et leurs échecs, toujours confrontés à de grands défis. Pauvreté et inégalité. Migration massive de la campagne vers la ville. Le problème des pannes de courant qui a affecté la vie quotidienne pendant de nombreuses années. La nécessité de moderniser l'éducation et la santé publique. Mais il y a eu aussi des réalisations importantes. L'économie dominicaine s'est diversifiée. Le pays a cessé de dépendre uniquement de l'agriculture et est devenu une destination touristique de premier plan, attirant des millions de visiteurs sur ses plages, ses hôtels et ses quartiers coloniaux. Des zones franches industrielles ont été développées. Le commerce a été renforcé et le secteur des services s'est développé. Dans les domaines social et culturels, la République dominicaine a montré au monde sa richesse. La joie du mérengue et de la bachata, entendue dans tous les coins du pays et conquis les scènes internationales. Le baseball, sport national, avec des joueurs dominicains qui brillent dans les ligues majeures des États-Unis. Sa cuisine, avec des plats tels que le mangou, le sancocho et le mofongo, est une source de fierté pour son identité caribéenne. Sur le plan politique, le pays a réussi à maintenir la stabilité démocratique, avec des présidents tels que Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Danilo Medina et l'actuel président Luis Abinader, qui gouverne depuis 2020, promouvant des politiques de transparence et de modernisation. Aujourd'hui, la République dominicaine est un pays en pleine croissance, avec une économie dynamique et un peuple qui continue de faire face à des défis, mais avec le sourire aux lèvres et un désir constant de s'améliorer. C'est un pays qui n'oublie pas son passé, mais qui regarde vers l'avenir avec espoir. Des Taïnos à aujourd'hui, de colons à l'ère numérique, l'histoire dominicaine est une histoire de lutte, de résistance et de dépassement. Et ainsi, nous clôturons ce voyage à travers l'histoire complète de la République dominicaine. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de l'aimer et de partager cette vidéo avec d'autres passionnés d'histoire.
Parce que connaître le passé est la meilleure façon de comprendre qui nous sommes et où nous allons. 15. République dominicaine. Une nation qui ne cesse jamais de rêver. Après avoir exploré tant de chapitres de son histoire, il est impossible de ne pas admirer la capacité de la République dominicaine à se relever encore et encore. Depuis les premiers jours où les Taïnos appelaient l'île Quisqueya, en passant par l'arrivée des Européens, les guerres, les occupations étrangères, les dictatures et les révolutions, le peuple dominicain s'est montré courageux, résilient et plein de vie. Aujourd'hui, la République dominicaine est bien plus qu'une destination touristique avec des plages paradisiaques et une musique contagieuse. C'est un pays avec une identité solide, forgée par le mélange des cultures, la résistance aux empires et la défense de sa souveraineté. Les Dominicains d'aujourd'hui vivent dans un pays moderne, avec accès à la technologie, aux universités, à une économie en croissance et à une culture exportée dans le monde entier. Mais il sait aussi qu'il y a des défis à relever. Réduire la pauvreté, améliorer l'éducation et la santé. Prenez soin de votre environnement, de vos rivières, de vos plages et de vos montagnes. Renforcez la démocratie et continuez à lutter contre la corruption et les inégalités. Malgré tout, s'il y a une chose qui caractérise le Dominicain, c'est son optimisme naturel. C'est cet esprit qui le pousse à danser au milieu des difficultés, à sourire quand les choses se compliquent et à avancer avec créativité et effort. Aujourd'hui, Saint-Domingue reste la première ville des Amériques, non seulement en raison de son âge, mais parce que ses rues respirent l'histoire vivante de tout un continent. Le drapeau tricolore flotte fièrement, rappelant chaque sacrifice consenti pour la liberté. L'emblème national, avec la Bible ouverte et la croix, rappelle la foi et l'espoir d'un peuple qui ne se rend jamais. La République dominicaine est un pays jeune, comparé aux autres nations, mais son histoire est intense, riche et pleine d'enseignements. C'est l'histoire d'un peuple qui a appris à rêver grand, qui s'est battu pour son indépendance, qui a pleuré, ri et tombé et s'est relevé. Aujourd'hui, les Dominicains regardent vers l'avenir, en sachant que leur plus grand trésor ne réside pas dans l'or ou la richesse matérielle, mais dans leur peuple, travailleur, joyeux, créatif et solidaire. Car si cette terre a prouvé quelque chose, c'est que peu importe combien de fois l'histoire dresse des obstacles, il y aura toujours une nouvelle aube, une nouvelle opportunité et un nouveau rêve à réaliser. Et ainsi nous clôturons ce grand voyage à travers l'histoire complète de la République dominicaine. Une histoire qui ne s'arrête pas là, car chaque jour, lorsqu'ils se réveillent, les Dominicains continuent d'écrire de nouveaux chapitres. Merci de nous accompagner dans ce voyage à travers le temps. Si vous avez apprécié ce contenu, abonnez-vous, aimez-le et partagez-le pour que davantage de personnes puissent découvrir l'histoire de cette nation si particulière. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. L'histoire de la République dominicaine n'est pas seulement une histoire du passé, c'est un miroir dans lequel nous pouvons tous nous voir refléter. C'est l'histoire d'un peuple qui a souffert d'invasion, de dictature, de pauvreté et d'abandon, mais qui n'a jamais cessé de rêver, de se battre et de se soulever. Si vous aussi vous avez senti que la vie vous présente parfois des épreuves impossibles, rappelez-vous ceci. Les Dominicains ont déjà montré que tomber n'est pas la fin. Abandonner le serait. Connaître notre histoire nous apprend non seulement ce que nous étions, mais aussi ce que nous pouvons encore être. Et c'est là la véritable solution. Apprendre d'hier pour construire un avenir meilleur. Et maintenant, dites-moi dans les commentaires, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Connaissiez-vous tous ces détails? J'aimerais beaucoup entendre votre opinion. Avec votre commentaire, votre like et votre abonnement, vous aiderez cette vidéo à atteindre plus de personnes, afin qu'ensemble, nous puissions continuer à apprendre et à partager notre histoire. À bientôt pour la prochaine vidéo. Merci d'être là.